Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que ça va bien. On va bientôt commencer. Voilà, je vais mettre un petit peu de musique pour me réveiller en ce début de journée, jeudi 17 août, et j'ai oublié d'allumer la lumière, et voilà, ça sera beaucoup mieux. Alors, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. On va se mettre une petite musique de fond. Et puis on va tranquillement aller vers la revue de psychologie positive. Avec 5 articles aujourd'hui. Tac, j'ouvre le navigateur, c'est parti. Tous les articles sont prêts. Le temps de vous mettre un petit peu de musique de fond, un truc un petit peu tranquille. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre ça. Ça devrait être pas mal. Voilà, une petite musique de fond. C'est marrant, en fonction des sons, c'est pas forcément très très fort. Ah voilà. Moi j'ai baissé le son de mon côté et comme ça vous êtes pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? On va voir ça tout de suite. Voilà. Plusieurs articles. Alors on a des choses qui sont plutôt des news. On a d'autres choses, c'est quand même plutôt des articles scientifiques. On est sur de la vulga quand même aujourd'hui plutôt. 5 articles, 5 thématiques. On a une thématique sur le langage corporel. Une thématique sur la générosité, on va dire. Des éléments qui viennent de la conférence annuelle, du congrès annuel de psychologie positive, des nouvelles tendances qui ont émergé de cette rencontre entre chercheurs qui était à Vancouver cette année. Là, alors, l'orientation vers des buts de compassion au travail et l'effet que ça a. D'ailleurs, on va faire les 2 articles à la suite qui sont liés à l'aide aux autres et la compassion au travail. Et puis, on va finir avec 4 types d'amitié au travail qui peuvent être pertinentes ou pas, on va voir. Voilà. On va finir avec les nouvelles idées sur le bonheur et on va se faire toute une séquence sur l'aide aux autres, etc. On va commencer avec le langage corporel. C'est parti. Langage corporel. Hop là. Si j'écris ça bien, ça sera mieux. Langage corporel et appréciation d'autrui. C'est parti, premier article. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet article donc, qui a été publié et qui s'appuie sur des nouvelles recherches, enfin des recherches récentes, sur le langage corporel et l'interprétation qu'on a du langage corporel. Donc, qui a été écrit par Ronald Riggio, docteur en psychologie. Alors, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans cet article? En gros, quand vous avez une rencontre avec quelqu'un, une première interaction avec une personne, vous faites des évaluations rapides. Une des choses qui font une évaluation de première impression, c'est le langage corporel, donc à la fois la posture, le ton de la voix, les mouvements, la position dans l'espace. Tout ça, ça va avoir une influence. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses. Il y a vos expériences passées, des ressemblances avec des personnes que vous connaissez ou alors personnellement ou de personnes célèbres et donc qui vont faire que vous allez avoir plus ou moins telle ou telle attitude.
la tenue vestimentaire, le contexte, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire que le langage corporel, c'est 100% de la première impression. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui agit beaucoup et qui agit d'une manière où on n'a pas forcément les infos. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience que que ça a un impact aussi important que l'impact que ça a. Voilà. Et donc ça, c'est important dans la première impression notamment. Donc ce que resitue là l'auteur de l'article, c'est que la communication non verbale, on a des éléments dessus depuis longtemps, il y a des intuitions dessus depuis très longtemps, ça c'est clair, depuis un peu le début de la psychologie, donc fin 19e, début 20e, et on a des études plus sérieuses sur les indices du langage corporel depuis les années 70-80. Ça a été pas mal étudié, et on sait que, même années 60, et on sait qu'un certain nombre d'indices du langage corporel vont avoir un impact sur le jugement qu'on va porter sur une personne quand on la rencontre pour la première fois. Là, vous avez listé un certain nombre d'éléments qui vont influencer ça. Donc, le contact oculaire. Donc, le fait d'avoir un contact oculaire, de croiser les regards, c'est quelque chose qui va être important, qui montre l'intérêt et l'attention. Alors, évidemment, il y a des différences culturelles, mais ça reste quand même quelque chose qui est pertinent. Tout dépend aussi de la différence de statut social, etc. Il y a plein de paramètres. Mais en gros, le contact oculaire, le contact des regards, ça va jouer. Ensuite, on a la distance physique et le fait de s'orienter vers l'autre. Quand vous vous orientez vers l'autre, c'est que vous voulez, que vous êtes intéressé, que vous écoutez. Donc ça aussi, ça va créer de la proximité, ça va créer de la sympathie. Le sourire, bien sûr, les expressions faciales et les mouvements, les gestes. Donc ça, c'est soit des choses positives, soit des choses négatives. Quand vous avez quelqu'un d'extrêmement rigide, c'est plutôt négatif. Quand vous avez des gens un peu plus animés, un peu plus expressifs, c'est plutôt positif. Encore une fois, c'est un spectre. Ça dépend des préférences personnelles et culturelles, mais il y a quelque chose qui se joue au niveau, en tout cas, de l'animation. Et d'une manière générale, les gens qui sont très amorphes, très statiques, vont moins attirer la sympathie que des gens qui sont un peu plus dynamiques, inspirés, etc. Tant que ça ne devient pas excessif et exaspérant. Toujours le juste milieu. Le ton de la voix, donc ça c'est du paraverbal, le fait d'avoir un ton de la voix qui soit pas monotone, monocorde, pas un ton comme ça, qui parle comme ça et qui est toujours un petit peu ennuyeux, quoi que vous disiez. Bon, ça marche pas trop. Même si on veut faire de l'hypnose, c'est pas fou, encore que ça peut endormir un peu. Mais d'avoir un ton de la voix qui est bien posé, qui est dynamique, qui transmet des émotions, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et il faut que ça soit en cohérence évidemment avec le discours. Et puis on a un ensemble, là ce qu'ils mettent audio cues, donc un ensemble d'autres indicateurs, d'autres indices. Euh, Ça peut être un léger contact corporel, la manière de dire bonjour, de serrer la main par exemple. Voilà, tout ça, ça joue évidemment. Il y a plein de choses en fait qui vont rentrer en interaction. Et ce qui est souligné évidemment aussi là, c'est qu'on peut en faire trop. Par exemple, envahir l'espace personnel de quelqu'un d'autre, être trop proche, avoir un regard trop fixe, etc. Tout ça, ça a plutôt tendance à être négatif. Alors, venons aux recherches récentes. Donc, on a une nouvelle... pardon, hop là. On a une nouvelle recherche qui a été publiée là récemment dans le journal de comportement non verbal. Et ces indicateurs en fait non verbaux, paraverbaux peuvent être intéressants quand on rencontre des gens, même en visio. Il y a tout un pan de la recherche maintenant là-dessus, puisque avec la pandémie et le télétravail, on sait qu'une des grosses, on va dire une grosse moins-value, si on peut le dire comme ça, un des gros inconvénients du travail à distance et de la collaboration à distance, c'est que vous avez moins d'indices justement non-verbaux, paraverbaux, et que ça rend les interactions beaucoup plus compliquées en termes de tour de parole. Hein, vous l'avez peut-être déjà vu quand vous êtes dans une interaction en fait avec quelqu'un en visio, notamment, alors une personne encore ça peut aller, mais quand c'est deux trois, c'est encore plus fréquent, c'est qu'il y a des problèmes de tour de parole.
Il y a plein d'indices non verbaux en fait et paraverbaux qui normalement font que quand on est en présentiel avec des gens, on sait quand est-ce qu'on peut prendre la parole. Alors des fois il y a des petits ratés, mais c'est plus facile de s'imposer parce qu'en fait les gens voient aussi votre position du corps, le fait que vous ayez envie de parler et vont aussi vous laisser prendre la parole, etc. Quand vous êtes en visio, c'est compliqué. Les gens regardent pas forcément les indices déjà des autres personnes. Il y a toute une partie des indices qui disparaissent parce que vous avez que votre visage et le haut de votre corps. Et on sait aussi que la plupart des gens en visio vont être... enfin, il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à regarder leur propre image plutôt que celle des autres. Donc en plus, les quelques indices que vous avez, vous allez les louper. Donc tout ça fait que ça rend les choses compliquées. Et donc ils ont voulu regarder un petit peu ce que ça faisait dans une première impression aussi, quand alors là c'est des étudiants, donc ils se rencontrent donc sur Zoom, enfin peu importe, en visio, ils vont rencontrer un autre étudiant, qui en fait est un complice des expérimentateurs, et ils vont lui dire soit que c'est un étudiant américain, soit un étudiant du Moyen-Orient. Voilà. Et les complices, quelle que soit la condition, devaient soit montrer des indices non verbaux, paraverbaux d'envie de contact en fait, soit avoir plutôt peu d'indices corporels qui montraient l'envie de contact, l'envie de créer la relation. Voilà. Donc avant la rencontre, les étudiants en fait devaient enfin, on leur disait voilà, vous allez rencontrer un étudiant qui est soit un Américain, soit quelqu'un du Moyen-Orient. Euh, voilà leur centre d'intérêt et de désintérêt. Et les étudiants, donc avant la visio, devaient évaluer l'appréciation qu'ils allaient avoir de cette personne. Et ils devaient le refaire après l'échange en visio. Et donc ce qu'ils ont pu constater, c'est qu'on a un effet des indices justement paraverbaux, non verbaux qu'on a listés avant, qui sont des indices... en fait, quand on a plus de comportements comme ça, de contact non verbal, d'envie de contact, eh bien les gens vont être plus appréciés par les personnes en face. Voilà. Et ces comportements-là vont même aider à dépasser certains biais, certains stéréotypes qu'on peut avoir sur, justement, que les étudiants en tout cas avaient sur le fait, enfin, ça peut même faire donc annuler des stéréotypes négatifs que les gens vont avoir sur des personnes d'une culture différente. Là, en l'occurrence, les étudiants américains qui disaient, ok, je vais rencontrer quelqu'un du Moyen-Orient. Une grande partie avait des a priori négatifs, en tout cas pas forcément très positifs. Et le fait d'avoir justement ces indices non verbaux, paraverbaux plutôt avenants, etc., ça annulait en grande partie ces biais négatifs. Donc non seulement ça a un effet aussi en visio et un effet positif, et en plus ça peut annuler des a priori qu'on va avoir sur une personne parce qu'elle n'a pas les mêmes centres d'intérêt que nous, parce que je sais pas, elle fait partie de tel corps de métier, donc on estime que la personne est forcément, on a un stéréotype dessus, et donc on va estimer que c'est pas positif, etc. Et donc, si on a ce contact, tous ces indices non verbaux, paraverbaux de sympathie et d'envie de contact et de bonne première impression, ça va annuler, réduire tous ces stéréotypes négatifs et ça va plutôt avoir un effet positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, encore une fois, que même à distance, les indices paraverbaux et non verbaux sont hyper importants pour créer le contact, créer la relation. Et ça confirme ce qu'on sait déjà d'une manière générale, mais là, on a été un peu plus dans le détail sur un cas particulier. Donc, intéressant d'avoir ces éléments-là. On a aussi des études alors là, qui sont un peu plus anciennes, des années 2000, où les gens devaient évaluer l'émotion d'une personne en ayant soit que le visage, soit que la position corporelle. Et quand on n'a que le corps, donc la même photo, vous découpez le visage, hein, un truc de serial killer, vous savez, vous enlevez pas les yeux, mais tout le visage, là, versus la photo, vous avez le découpage du visage. En fait, les gens arrivent mieux à estimer l'émotion des gens quand ils ont juste le corps et pas le visage. Alors que quand c'est le visage, alors c'était des émotions soit de colère forte, soit de joie forte, c'est aussi un peu ambigu, mais les gens vont avoir plus de mal quand c'est que le visage. En tout cas, ça se rapproche plus du hasard. Donc,
c'est quand même hyper important le langage corporel et le paraverbal. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est implicite, qui est difficile à identifier. On n'en a pas l'habitude en tout cas. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez l'article en question ici. Hein. Effects of nonverbal immediacy and similarity on perception of likability and friendship potential. Voilà. Passons au deuxième article. Que nous dit le deuxième article? Alors. Deuxième article, pourquoi aider les autres améliore votre santé. Donc là aussi un article pour résumer un peu une publication qui est sortie récemment dans les annales de la médecine comportementale. Et donc une étude qui a été publiée dans cette revue a montré que le fait de proposer du soutien à la famille et à des amis, mais aussi le fait d'être bénévole dans une asso par exemple, est lié à des niveaux d'interleukine 6 plus faibles. Et l'interleukine 6, alors je sais pas comment on dit en français très honnêtement, c'est l'interleucine je pense. Interleukine, je regarde. Ah non. Interleukine aussi, ok. Donc qui est un marqueur de l'inflammation. Et donc plusieurs études effectivement montrent que les actes de bonté vont réduire l'inflammation chronique et donc prévenir de certaines maladies graves. Hop, et des autres. Améliore votre santé. Je remets le message épinglé parce que j'avais oublié de le faire. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait concrètement l'inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation corporelle générale de l'organisme, en fait, c'est quelque chose qui est lié à la plupart des... Enfin, qui a un impact qui est lié à la plupart des maladies, en fait. Donc l'inflammation, entre guillemets, chronique. Alors que l'inflammation aiguë, ponctuelle, c'est quelque chose qui se passe... Enfin, on a des marqueurs dans le corps qui montrent l'inflammation aiguë. Par exemple, quand vous vous coupez un doigt, quand vous avez vous vous cognez, etc., là, vous avez une inflammation aiguë, mais pas une inflammation chronique. Et les inflammations chroniques, ça va avoir un impact sur un certain nombre de maladies chroniques, sur le vieillissement, sur éventuellement le diabète, sur les maladies cardiaques, les infarctus, etc. et certains types de cancers. En tout cas, c'est ce qui est aussi indiqué ici. Et vous avez à chaque fois les articles de recherche qui montrent le lien entre ces différents éléments. Pour vous dire que c'est pas juste dit comme ça au hasard. Donc c'est le niveau d'inflammation que vous avez à un instant donné, en tout cas sur plusieurs mois, c'est un prédicteur, fort du fait d'avoir des maladies chroniques en fin de vie. Plus votre inflammation chronique est faible, plus vous allez pouvoir facilement maintenir un poids sain, améliorer votre santé des intestins. On sait que ça a plein d'impacts, hein, la santé des intestins sur le cerveau, sur la santé mentale, sur les fonctions cognitives, etc. Donc, conclusion, allez-y, allez-y, soyez bénévole, enfin, aidez les autres régulièrement, c'est important. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans la recherche là, qui provoque cet article Cette recherche, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre tout simplement que... Enfin, elle montre... On lit ce qu'elle montrait, pardon,
Ce matin, j'ai un peu des pertes de focus. Je me reconcentre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les données d'à peu près, enfin d'un peu plus de 1000 personnes d'âge moyen, de deux groupes. Le premier groupe remplissait des questionnaires sur euh, leur niveau d'activité de bénévolat et aussi sur leur niveau d'aide envers leurs amis et leur famille. Par exemple, en écoutant leurs problèmes, en filant un coup de main pour certaines tâches, genre aller faire les courses, rendre service, etc., tâches ménagères éventuellement. Le deuxième groupe répondait à un questionnaire plus formel qui mesurait l'altruisme. Enfin, qui mesure l'altruisme. Voilà, donc un peu plus carré. Dans les deux cas, donc ils avaient deux mesures différentes pour un peu la même chose. Dans les deux cas, plus on aidait les autres, plus on était généreux, plus on était serviable, aidant, etc., plus le niveau de. Enfin, le marqueur donc, de l'inflammation chronique, l'interleukine 6, était faible. Peu importe le poids, l'âge ou le genre de la personne, le sexe de la personne. Et donc, aider les autres, ça permettait de prédire l'inflammation avec la même précision que l'indice de masse corporelle. Donc c'est quand même intéressant. L'indice de masse corporelle qui n'est pas, encore une fois, un outil très intéressant pour l'évaluation individuelle de la santé, parce que en fait, ça ne prend pas en compte la différence entre muscle et masse grasse. Donc quand vous voulez faire un diagnostic individuel, c'est pas très intéressant. Par contre, quand vous étudiez les grandes masses, c'est-à-dire vous étudiez des échantillons, là par exemple de 1000 personnes, ça va vous donner une tendance beaucoup plus juste parce que les gens ont tendance. Enfin, c'est plus juste parce que les gens qui sont très musclés, il n'y en a pas beaucoup. En fait, dans la masse générale, les gens sont plutôt sédentaires, etc. Donc l'IMC, le BMI, là, l'IMC, va être à peu près correct. Et donc là, c'est un peu le. Donc dans ce cas-là, ça permet, sur des grandes masses, de bien prédire l'inflammation, donc les niveaux d'inflammation chronique. Et donc là, par rapport à cette comparaison-là des grandes masses, on a la même chose avec le niveau d'altruisme, en gros. Donc, c'est pas. Alors, c'est pas surprenant parce qu'en fait, on sait que la, l'intégration sociale, le fait qu'on prenne part à une communauté, à un groupe d'individus, le niveau d'intégration sociale, c'est lié à la réponse immunitaire du corps. Les gens qui ont beaucoup d'amis proches et de familles proches vont moins souvent tomber malades, produire plus d'anticorps quand ils sont vaccinés, quand on les soumet à un vaccin, et donc et ceux qui passent plus de temps avec un partenaire romantique dans une relation intime vont avoir des niveaux d'une protéine plus faible, donc la C-reactive protein, qui aussi, pareil, est liée à l'inflammation. Donc en gros, soyez, soyez sociable. On sait que c'est aussi lié, hein, les relations, à la durée de vie et au bonheur, donc c'est intéressant. Par contre, évidemment, on peut aller trop loin. Alors on peut aller trop loin, on va le voir après, mais surtout en fait, il n'y a pas que le nombre de relations intimes, c'est aussi le nombre enfin le fait d'être aidant. Les gens qui fournissent pas trop d'aide en fait aux personnes pour lesquelles ils sont, pour les personnes dont ils sont proches, enfin aux personnes dont ils sont proches, euh, vont avoir un niveau d'inflammation chronique plus élevé, même s'ils sont entourés. Donc ça existe, hein, ce côté seul mais entouré, parce qu'en fait vous aidez pas les autres et du coup vous n'allez pas bénéficier de l'intégration sociale. Pour que l'intégration sociale fonctionne, il faut aider les autres. Il faut recevoir, mais il faut aussi donner. Là, il y a une autre étude en 2020 qui est citée ici, c'est des femmes donc euh, enfin des femmes plutôt âgées. Il y a un groupe qui doit tenir un journal sur des sujets neutres,
par exemple ce qu'ils ont mangé le midi, et un deuxième groupe devait écrire des conseils de vie à des jeunes. Et après 6 semaines, on voit une différence entre les deux groupes. En fait, on a moins de réponses pro-inflammatoires chez les personnes qui écrivaient des conseils aux jeunes générations. Donc ce n'est même pas de l'aide qui a été forcément donnée directement, c'est le fait de se mettre dans la posture de donner de l'aide qui provoquait des bénéfices directement. Ça marche aussi chez les jeunes, hein, c'est ce qui montre ici, voilà, des jeunes, des lycéens. Euh, je pense que c'est des jeunes, alors peut-être des lycéens ou des... Oui, c'est ça, c'est des ados qui aidaient je vais y arriver, des écoliers qui aidaient des enfants. Et donc là aussi, on a une baisse de l'inflammation. Donc, ça fonctionne bien. Le fait d'aider les autres, d'être aidant, d'être serviable, c'est quelque chose qui va avoir un effet positif sur la communauté que vous allez aider, les personnes que vous allez aider, mais ça va avoir aussi un impact sur votre propre santé. Et donc c'est intéressant aussi en ça. La générosité, en fait, c'est là où l'évolution est bien faite, c'est que la générosité, ça sert le groupe et ça sert l'individu, ça sert tout le monde en fait. Donc, et puis plus vous êtes généreux, plus vous aidez les autres, plus vous avez de chances qu'on vous aide aussi quand vous êtes en difficulté. Donc, d'un point de vue de votre santé, c'est bien. D'un point de vue du fait de faciliter votre vie, c'est aussi bien. Voilà. Par contre, il faut que ça ait du sens. C'est pas juste se sentir bien parce que vous aidez les autres. Il faut que ça ait du sens quand vous le fassiez. Et c'est important. Et puis, on peut en faire trop. Donc, faut pas non plus, en fait, les gens qui font trop de bénévolat, par exemple, il peut y avoir une espèce de burn-out de la générosité. Donc, il faut pas être dans le sacrifice de soi permanent non plus, parce que là, vous allez avoir de nouveau de l'inflammation, de nouveau du stress. Donc, voilà. Et apparemment, ça viendrait d'un mécanisme lié notamment au fait d'avoir des petits, de s'occuper des petits. Voilà. Donc là, on a une autre étude qui montre que effectivement, les gens qui font trop de bénévolat vont avoir un effet négatif. Donc il y a toujours, encore une fois, comme d'habitude, un juste milieu qui est important à trouver. Voilà pour ce deuxième article. Deuxième article consacré à l'aide aux autres. Alors justement, si on rebondit là-dessus, les buts, le fait d'orienter ses buts vers la compassion, d'avoir des buts de compassion au travail, qu'est-ce que ça provoque? Le soutien social, on sait que ça a un rôle critique dans le bien-être et l'engagement. Et donc là, ils ont voulu voir le lien avec ces auteurs-là, avec le lieu de travail, enfin comment ça se passait au travail. Donc, autre article, le soutien social et le bien-être et l'engagement au travail. Hop là. C'est parti. Alors, donc la recherche sur l'engagement au travail, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières décennies, notamment avec aussi par exemple l'invention du terme et de la théorie du job crafting, la méthodologie du job crafting, la théorie, on en a déjà parlé dans une autre revue de psychologie positive, de la dichotomie ressources et demande au travail, le Job Demands Resources Model, donc le modèle ressources-demande au travail, qui permet d'avoir une grille de lecture et qui est pertinente et qui a été pas mal utilisée en recherche et qui permet justement de bien catégoriser les choses. Et donc là, ce qu'ils vous ont voulu voir, c'était à quel point le soutien social était quelque chose qui participait aux ressources du job, donc au côté positif, qui ressourçait. Donc, eux, ils proposent une nouvelle ressource dans cet équilibre ressources-demande au travail, dans ce modèle-là, qui est l'orientation prosociale, en gros. L'orientation vers des buts de compassion. Donc,
Donc c'est le soutien social au travail, en gros, qui faciliterait, selon eux, l'engagement au travail. Donc là, ils reprennent un petit peu des éléments sur donc, le modèle demande, exigence et ressources au travail. Quand vous êtes dans un boulot où vous avez beaucoup des demandes élevées, donc par exemple, trop de charges de travail et de pression, vous allez avoir besoin de faire des efforts soutenus dans la durée, et ça, c'est lié au burn-out, à l'absentéisme et à d'autres problèmes de santé, etc. Quand vous avez des ressources au travail élevées, donc du soutien social, de l'autonomie, ça prédit un engagement au travail à travers des processus de motivation. Et on a des conséquences positives à moyen long terme. Et donc eux, ils ont voulu se concentrer sur le soutien social, vu son importance sur le lieu de travail. Mais souvent, le soutien social, il est étudié avec d'autres éléments dans les ressources du travail, les ressources au travail. Donc il n'est pas étudié en tant que tel, et c'est ça qui est un peu problématique. Donc eux, ce qu'ils supposent, c'est que le soutien social, le soutien au travail va être quelque chose qui peut motiver intrinsèquement les employés, parce que ça répond aux besoins de connexion des êtres humains. Et donc, d'après tous les éléments qu'on a, leur hypothèse tiendrait la route, c'est-à-dire qu'on a un lien entre l'engagement au travail et le soutien social des collègues. Pardon, alors ils font aussi le lien, un peu fatigué ce matin, ils font aussi le lien avec le soutien du superviseur, donc du manager. Voilà. Bon alors, très bien tout ça. Est-ce que on va quand même aller à l'essentiel, comment ça s'est mis en place et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme résultat? Alors, juste avant, quand même, le côté orientation vers des buts compatissants, je sais rien, mais c'est de la traduction un peu bancale. Euh, En fait, c'est que les gens qui ont ces objectifs-là vont avoir une réciprocité dans le soutien social, ce qui reprovoque du soutien social, etc. Donc, en fait, il y a une différence entre soutien social pur des autres et le fait d'avoir des objectifs de compassion. En fait, c'est des objectifs en gros de soutien social soi-même qui vont faire qu'on va remettre une pièce dans la machine et alimenter le processus. Euh, voilà. Et les gens qui ont ces objectifs-là vont se considérer comme faisant partie d'un plus grand groupe et ils comprennent que leurs actions ont des conséquences pour les autres et des répercussions sur le système de manière globale, sur le système social en fait. Et comme les gens qui ont des buts comme ça de compassion, d'aide, de soutien social se voient comme faisant partie d'une organisation, ils peuvent être plus engagés au travail, s'identifier plus à leur organisation, etc. Puisqu'ils vont plus se voir comme des gens qui contribuent au succès global de l'organisation, donc de l'entreprise, de l'association, etc. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui va faciliter l'engagement. Alors, on a 888 participants au départ, après avoir enlevé des problèmes de personnes qui répondaient pas jusqu'au bout, donc de mortalité de l'échantillon, comme on dit, ils se retrouvent avec 850 participants. Donc ils font passer en gros plusieurs mesures, un test, enfin un questionnaire sur la compassion et enfin en fait sur les buts, la compassion et l'image de soi, un autre sur le soutien du superviseur, donc du manager, un autre sur le soutien des, des collègues, oui c'est ça, et un autre sur l'engagement au travail. Je ne sais pas pourquoi le surlignement ne marche pas, c'est un peu bizarre. Ouais, ouais, ouais. Donc l'engagement au travail aussi qui était une échelle utilisée. Voilà, là ça fonctionne. Des fois c'est un peu bizarre. Ok. Donc ensuite ils ont analysé tout ça. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? Vous voyez, des corrélations, hop, hop, hop.
sur quelque chose d'assez complexe, le modèle qu'ils ont proposé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Pardon, je baille ce matin. J'ai pas assez dormi. Et vous savez, le sommeil, c'est très important. Euh, pour être efficace. Donc, ils ont trouvé une relation donc réciproque, donc une corrélation, une relation plutôt dans les deux sens, l'un influençant l'autre et l'autre influençant l'un, entre le soutien des collègues et l'orientation vers des buts de compassion. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans le modèle job demande ressources. Et donc ça suggère que les personnes qui perçoivent plus de soutien de leurs collègues vont avoir plus d'orientation vers des buts de compassion, ce qui va provoquer plus de soutien social. En gros, quand les autres vous aident au travail, vous soutiennent, vous allez avoir plus d'objectifs d'aider les autres. Vous allez plutôt avoir une orientation vers l'aide au collectif, l'aide aux collègues. Et donc vous allez mettre ça en œuvre, ce qui va créer pareil chez les autres qui vont fournir plus de soutien social, etc. etc., etc. Par contre, on n'a pas de relation réciproque entre ce type de but et le soutien du manager. Donc ça marche avec les collègues, mais le soutien d'un manager, ça provoque pas un changement d'objectif et d'avoir plus de compassion. Le côté hiérarchique, selon eux, bloquerait le truc, la perception de soutien. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, je pense, enfin là si j'interprète un petit peu ce qui est dit et que je vais un peu plus loin, en gros, votre manager, il est censé vous soutenir. C'est dans son job title. Et il est au-dessus de vous, et il gagne plus que vous, et donc, a priori, vous n'allez pas vous dire, oh, il est sympa d'aider. C'est son taf. Enfin, c'est dans son taf. Il est sympa de me soutenir, c'est dans son taf. Euh, c'est censé faciliter les choses, pas les rendre plus compliquées. Alors, il peut aussi y avoir des demandes, etc. Alors que les collègues, bah, ils sont pas obligés, techniquement. Donc, c'est pour ça que la perception n'est pas la même, probablement. Par contre, quel que soit le soutien, ça vous engage pas forcément plus au travail. Et ça, ce qu'ils ont trouvé là, c'est pas forcément cohérent avec ce qui a été trouvé dans d'autres recherches. Donc ça pose la question. Ça pose la question du lien entre le soutien social au travail et l'engagement au travail. Alors que l'autonomie, par exemple, et la clarté du rôle qu'on occupe, du poste qu'on occupe, vont plus favoriser l'engagement au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu surprenant par rapport à ce qu'ils avaient émis comme hypothèse et par rapport à d'autres résultats précédents. Donc quand on va dans le détail des mesures, dans le détail des dimensions, parfois on a comme ça des surprises. Alors, quoi d'autre? Ouais, ils disent que la limite, elle est peut-être liée au climat aussi, dans le lieu de travail, et la culture observée dans le lieu de travail. Le fait que ça n'ait pas d'impact sur l'engagement au travail. C'est peut-être pas assez fort ou dépendant d'autres paramètres pour pouvoir avoir un effet. Donc c'est peut-être ça s'appelle une covariable, quoi. Enfin, pas une covariable, mais en gros, c'est une variable qui est enfin, il y a une covariable derrière, c'est-à-dire que le soutien social et l'orientation vers des buts de compassion ne va avoir un effet sur l'engagement au travail que si d'autres facteurs sont déjà présents. Ça va rajouter une couche en gros, mais tout seul, pas forcément. Donc si vous avez quelque chose de mixé comme ici, avec des environnements de travail un peu variés, etc., ça va pas forcément ressortir. Voilà, donc tout ça pour dire que il y a un lien positif entre l'orientation vers des buts de compassion et le soutien social. Voilà, voilà. Je reviens pas sur les autres éléments parce qu'après on rentre vraiment dans les détails de toutes les dimensions et c'est pas forcément pertinent. Ici, on essaie de garder l'essentiel. Euh, voilà. Donc, la perception du soutien social des collègues va entraîner plus de compassion et d'aide des collègues en retour. Donc là aussi, c'est intéressant.
Je vous mets quand même le lien vers l'article. Et quand on sait qu'en plus, le fait de soutenir les autres, d'aider les autres, va avoir un effet sur la santé à long terme, l'inflammation, etc., le fait de ne pas tomber malade, etc., on peut supposer aussi que donc, dans le lieu de travail, si on tombe moins souvent malade, si on se sent mieux, on va quand même être plus efficace. Peut-être pas nécessairement plus engagé, parce qu'il y a d'autres paramètres qui vont jouer un rôle beaucoup plus important sur l'engagement que ce simple côté je suis orienté vers l'aide aux autres. Mais voilà. Passons immédiatement au quatrième article. Les 4 types d'amitié au travail. Donc là, c'est un article qui est fait par un chercheur qui résume un petit peu des recherches sur les amitiés au travail. On a vu le soutien social au travail, on a vu le soutien aux autres, etc. Les relations, c'est hyper important pour l'épanouissement et le sens dans la vie. Et le travail, bien sûr, n'échappe pas à ça, surtout qu'on passe quand même énormément de notre temps éveillé au travail. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir de bonnes relations avec ses collègues. Donc là, une étude américano-centrée, certes, dans les données, mais on a quand même des éléments. Donc là, ils disent que 30% des Nord-Américains, donc des Américains USA, disent qu'ils ont un meilleur ami au travail. Les autres disent qu'ils ont des amis classiques au travail. Et donc, quand on veut mesurer les effets de quelque chose, il faut différencier les catégories qui existent. Parce que toutes les relations d'amitié n'ont pas les mêmes avantages. Donc là, l'idée, c'est de préciser les types d'amitié pour comprendre les bénéfices, les avantages et les inconvénients de chacune. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type d'amitié potentielle au travail? On a le meilleur ami au taf. Donc ça, c'est une relation amicale très très proche avec un collègue comment dire, qui se caractérise par du dévoilement personnel. C'est-à-dire que vous partagez des choses personnelles sur vous, sur, euh, sur ce que vous avez vécu, sur vos pensées. Voilà, on a de la divulgation d'informations personnelles, quoi. Donc là, ok. Deuxième type d'amitié, les amis proches au travail. Donc c'est des amitiés proches, mais pas au niveau d'un meilleur ami. Et donc ça, quand on est dans ces amitiés-là, c'est des gens qui vont continuer à se voir en dehors du travail, même s'il y en a un qui quitte le taf. C'est-à-dire que on reste amis, pardon, on reste amis en dehors du travail. Et donc, si demain il y en a un qui démissionne, etc., bah, on va continuer à se voir. Donc c'est en fait évidemment moins que des meilleurs amis, euh, mais c'est une amitié qui transcende le lieu de travail. Ensuite, on a le côté amical au travail. Donc c'est un peu la même chose que la catégorie 2 ici, sauf que euh, il y a moins de chances qu'elle survive en dehors du travail. Donc il y a moins de divulgation de choses personnelles, et c'est plutôt le pote, quoi, le pote du taf. Ce qu'il dit, c'est quelqu'un avec qui on va partager un café, un repas, mais c'est pas quelqu'un avec qui on va forcément partager des soirées en dehors du travail, des activités en dehors du travail. Peut-être très ponctuellement, mais c'est le pote du taf, quoi. C'est le pote du taf qui reste dans un cadre bien précis qui est le taf, dans 95% des cas. Et puis ensuite, on a les connaissances au travail. Et donc ça, c'est quelqu'un qu'on voit souvent au travail, avec lequel on va échanger des amabilités, des plaisanteries comme ça, mais avec lequel on n'a pas plus de relations que ça. On s'entend bien, c'est cordial, c'est sympathique, on déconne un peu, mais ça s'arrête là, quoi. Donc là, on est plus dans le... On n'est même pas dans le pote, on est dans la relation agréable, positive, correcte, mais qui est pas particulièrement... qui a zéro intimité, en fait, qui a zéro proximité. Il y a des petites complicités ponctuelles, mais bon. Alors, les amitiés au travail, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Ça promeut l'innovation euh, le, et le sentiment de sécurité psychologique. Donc là aussi, on a un article
qui a montré un petit peu ça, hein. Donc intéressant. Et quand on a un équilibre entre le leadership et l'amitié avec les employés, quand on est manager, ça encourage plus d'humilité, d'adaptabilité et de vulnérabilité. C'est-à-dire le fait de se dire oui, ok, j'ai fait une erreur, oui, j'y arrive pas, etc. Donc de demander de l'aide. Donc ça aussi, c'est un article d'Harvard Business Review qui est cité ici. Donc c'est important d'avoir des opportunités de connexion sociale, socio-émotionnelle au travail pour la performance aussi. En fait, si vous êtes juste en train de partager des informations avec des collègues, que vous êtes très factuel, ça ne va pas promouvoir ce côté soutien social et donc ce côté connexion sociale et ça fait partie aussi du sens au travail. Et donc ça, c'est intéressant si vous voulez qu'il y ait des opportunités qui se créent, qu'il y ait des interactions, que ça augmente l'efficacité en fait sur le lieu de travail. Mais ce qui est souligné aussi, c'est que ça peut être difficile de développer ces amitiés parce que ça demande du temps, de l'investissement, de la confiance et le fait de se divulguer, de se dévoiler sur ses intérêts, ses objectifs, ses difficultés. Et ça peut être difficile, notamment pour certaines personnes. Tout dépend de votre style d'attachement, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et au final, quand vous avez des amitiés au travail, vous avez plus de bonheur, plus de productivité, plus de motivation. Voilà. Bon, ça prend du temps à développer, c'est risqué, ça peut être fatigant à entretenir. Et c'est pour ça que c'est souvent plus rare que d'autres types de relations. Et notamment les amitiés en dehors du travail où c'est plus facile. Parce que là, en plus, il y a des enjeux éventuellement professionnels, etc. Voilà. Et le risque aussi, c'est qu'un conflit personnel déborde dans le travail et inversement. Donc, quand vous avez des amitiés proches, il y a toujours ces risques-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que malgré les risques, être dans quelque chose, un travail où vous n'avez pas d'amitié, pas de proximité avec aucun de vos collègues, ça va être plutôt négatif. C'est moins engageant, c'est moins agréable, ça donne moins de sens au travail, ça donne moins d'opportunités aussi de promotion, et ça peut provoquer un sentiment de solitude et d'isolement. Donc intéressant quand même d'aller vers ça. Je ne sais pas si vous avez des amis au travail proches ou moins proches, mais c'est quelque chose qui est important. Donc ensuite, il donne un peu des conseils sur le fait de ne pas s'arrêter aux premières impressions, un collègue, etc. Et donc et de ne pas non plus être antipathique, même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas au travail. Le but, c'est d'être plutôt dans des relations cordiales et de ne pas forcément rejeter parce que ça crée des conflits en fait inutiles et liés à des personnalités. Après, s'il y a du fond, évidemment qu'il faut, comme on dirait en mauvais français, adresser les problèmes. Enfin, il faut traiter les problèmes. Il faut essayer de les régler. Mais voilà, être juste dans le formel ou être désagréable avec quelqu'un en permanence parce qu'a priori on l'aime pas, parce qu'il parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, etc. C'est pas quelque chose de très constructif. Voilà pour ce petit article sur l'amitié au travail et donc les types d'amitié qui sont intéressantes au travail et qu'on peut développer. Nous allons passer au dernier article qui est un peu un article d'ouverture de perspective sur ce qui s'est dit au congrès annuel de psychologie positive. Alors c'est pas annuel, je crois que c'est tous les 2 ans il me semble. Donc c'était le 8e congrès à Vancouver au Canada de psychologie positive cet été, il y a quelques semaines. Et donc on a eu, en général c'est en juin ou en juillet, on a eu un certain nombre d'idées qui sont ressorties. Alors l'intérêt des congrès, qu'est-ce que c'est C'est de réunir des chercheurs, là en l'occurrence d'une discipline, et de partager un peu les derniers travaux, les dernières tendances, les dernières découvertes, les dernières thématiques dans le domaine en question. Donc ça peut être, j'en sais rien, le domaine
de l'apprentissage des langues, ou un congrès sur la mémoire, ou un congrès sur plein de choses. Là, en l'occurrence, c'est le congrès de psychologie positive. Et donc voilà, je mets le message épinglé ici, les nouvelles perspectives en psychologie positive, et on est parti. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce congrès, là de 2023 ? Bon, on a évidemment tout un truc sur le bonheur et sur la richesse psychologique. Donc, pour résumer un peu les choses, qu'est-ce qui fait qu'une vie est qualifiée de bonne, d'heureuse, etc. On a deux choses. On a ce qu'on appelle en général le bonheur eudémonique et le bonheur hédonique. Le bonheur hédonique, c'est le plaisir des sens, le fait de faire des activités plaisantes, de prendre du plaisir. Et puis le bonheur eudémonique, c'est le sens, c'est le fait de trouver du sens à sa vie. Et ces deux éléments sont importants pour se sentir satisfait, bien dans sa tête, bien dans ses pompes, etc. En général, on a un mix des deux. Être que dans l'un ou que dans l'autre, ça va être problématique. Mais des chercheurs, justement, se sont dit, en fait, il manque quelque chose. Est-ce que ça suffit de dire qu'une vie positive, une vie heureuse, c'est du sens et du plaisir ? Est-ce qu'il n'y a que ça ? Et donc là, on a un chercheur, donc Shigehiro Oishi, qui est donc un chercheur à l'université de Virginie, qui a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un troisième truc important là-dedans ? Et pourquoi est-ce qu'il s'est posé la question ? Parce que dans des recherches, on a trouvé que les gens, par exemple les utilisateurs de Facebook et les conservateurs, et donc là, hop là, ici, si j'arrive à afficher l'article, voilà, qui étaient plus heureux que les libéraux. Les libéraux, c'est conservateurs, c'est plutôt droite, et libéraux gauche. Donc il y a en tout cas aux États-Unis, il y a une recherche qui a montré ça. Et donc surtout les utilisateurs de Facebook qui avaient en fait moins de diversité dans leurs réseaux sociaux avaient tendance à être plus heureux. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que du coup ça veut dire que si on s'isole dans sa bulle et qu'on est moins ouvert, on est plus heureux ? Voilà. Et donc là, il a identifié ce qu'il appelle donc une vie psychologiquement riche, une troisième variable, voilà, en plus du bonheur et du sens. Et donc, qu'est-ce que c'est une vie psychologiquement riche ? C'est une vie avec de la curiosité, de l'aventure, de la nouveauté, de la variété, de l'exploration et de l'ouverture. Nos vies, en général, sont évaluées comme plus riches psychologiquement quand on va, par exemple, faire un semestre d'études à l'étranger, quand on lit certains livres, quand on change de perspective, quand on fait l'expérience d'événements de vie dramatiques. Vous perdez, je ne sais pas, vos parents très jeunes, vous avez un accident grave, enfin bon, il y a plein de choses. Ça peut être des choses positives aussi, mais voilà, en général, ça va enrichir notre vie d'avoir des événements comme ça marquants aussi. Et si vous avez une vie psychologiquement riche, vous allez probablement dire que vous avez appris plein de choses. En général, ça pense. Et ça serait une des manières aussi d'être heureux. Mais la question, c'est par rapport à cette recherche-là, en fait, sur les conservateurs, etc. Et donc, alors si je reprends le résumé juste de l'étude, et donc qu'est-ce qui explique justement que là, on est plutôt des choses, une certaine stabilité en fait qui fasse qu'on soit plus heureux. C'est le côté croyance, le côté croyance en l'équité, etc.
C'est une question à explorer. En tout cas, lui, ce qu'il a constaté, alors je ne vais pas regarder l'article, donc il faudra que je regarde ça en détail. Euh, En tout cas, il y a une question autour de cette notion de de richesse de la vie. Il y a le sens, il y a le plaisir et il y a la richesse, la variété de ce que vous vivez. Et à quel point ça peut avoir un impact sur le bonheur. Alors là, la question, elle est plutôt, il faudrait explorer, hein, et c'est un nouveau champ. Est-ce que là, c'est universel? Parce qu'on sait que trouver du sens à sa vie, c'est important pour tout le monde. On sait que prendre du plaisir dans la vie, à des niveaux différents, c'est quand même quelque chose d'important pour être bien. Est-ce que la richesse psychologique, c'est important pour tout le monde ou est-ce que c'est quelque chose qui est important, mais qui, en fonction des personnes, va aller de je serai plus heureux avec peu de richesse psychologique ou plus heureux avec beaucoup de richesse psychologique. Donc ça, c'est une question à explorer. Pour l'instant, on n'a pas trop l'info dessus. Enfin, ça, c'est encore nouveau. L'équilibre et l'harmonie. On a parlé, j'en ai parlé quand il est sorti. Vous avez le rapport annuel de Gallup sur le bonheur, l'état du bonheur dans le monde, donc qui sort normalement le jour de la Journée mondiale du bonheur, le 20 mars. Donc ce jour-là, on a le rapport de Gallup qui sort. J'ai une vidéo si ça vous intéresse dessus. J'avais fait un live sur le sujet, donc qui est dans la chaîne de replay sur YouTube. Euh, et donc vous avez voilà, ça qui sort tous les ans, des sondages qui sont faits dans 150 pays, etc. Bon. Et souvent, quand on essaye d'évaluer dans les questions, là, dans cette approche-là, donc de Gallup, qui est un institut de sondage, hein, euh, on pose des questions. Donc il y a les émotions positives qui sont évaluées, les émotions négatives. Et pour le côté bonheur, on a des questions, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie, donc l'évaluation globale. Et puis on a des questions sur le positif qu'ils ont ressenti que les personnes ont ressenti dans la journée qui précédait. Donc ça va être le fait de sourire, le fait de rire, le fait de trouver des trucs sympas dans la journée précédente. Mais souvent, ce qui est mis de côté, c'est le côté justement de calme. C'est que c'est souvent des émotions positives, plutôt d'excitation entre guillemets, le rire, le fait de sourire, le fait de faire des choses sympas, agréables, stimulantes, plutôt que le côté positif avec une excitation faible, c'est-à-dire le calme, la sérénité, l'équilibre, l'harmonie. Et donc, à partir de 2020, justement, Gallup a travaillé sur cette notion-là, cette notion d'équilibre, de paix, d'harmonie, de calme dans la vie quotidienne. Donc, on demande par exemple aux gens s'ils préfèrent avoir une vie excitante ou une vie calme, et la plupart des gens vont dire qu'ils préfèrent avoir une vie calme, en fait. Même si c'est quelque chose qui est plutôt une notion orientale, tout le monde, en fait, universellement, va avoir cette tendance-là et va avoir une certaine attirance pour le côté calme, plutôt que le côté excitation permanente. Voilà. Donc là aussi, euh, le côté, c'est des catégories d'émotions qu'on avait tendance plutôt à négliger dans le côté bonheur, bonheur plutôt le côté lié aux émotions. Souvent, donc, on a la satisfaction dans la vie, puis on a le côté émotion positive pour mesurer le bonheur. Et donc là, ça serait réintégrer un peu plus ce type d'émotion dans la mesure du bonheur, parce que ça a été un petit peu négligé. Euh, voilà. Et que, en fait, quand on a ces émotions-là de calme, c'est aussi une preuve d'acceptation, pardon, des émotions négatives. Quand vous êtes plus calme, vous êtes plus en capacité de réguler vos émotions négatives, de les accepter, de les intégrer tranquillement. Et donc, c'est tout ce qui est lié à la pratique méditative. Donc là, deuxième aspect nouveau, c'est ce côté équilibre, harmonie, voilà, qui ressort en tout cas de ce que eux ont pu constater, sort des nouvelles recherches en psychologie positive. Et puis ensuite, troisième dimension qui semble émerger dans les nouvelles tendances, c'est la connexion à sa propre culture. Donc là, il parle des Premières Nations. Alors les Premières Nations, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est au Canada, les Premières Nations, en fait, c'est les autochtones, c'est les Amérindiens. Euh,
Et donc là, on a des études sur la connexion à la culture des individus donc, qui font partie des Premières Nations. Donc les valeurs culturelles, les connaissances sacrées, donc le côté plus religieux, le langage, les pratiques culturelles, etc. par rapport à la Femixa. Et c'est important pour le bonheur, la santé dans ces communautés. Et donc ce qu'ils ont pu faire dans une étude, c'est qu'ils ont montré que les participants donc amérindiens qui s'engageaient dans des pratiques culturelles comme la prière. Alors par contre le smudge, je sais plus ce que ça veut dire, donc je vais regarder vite fait. Smudge, ça me dit quelque chose en plus. Ok. Et bien ça m'aide pas beaucoup. Oui, c'est tâche. Et donc si je vous dis smudge First Nation, qu'est-ce que c'est? What is smudging the First Nation? C'est une cérémonie, ok. Purifier le corps, l'esprit et le cœur. Où on brûle en fait des herbes, etc. Ok, je ne savais pas. Là pour le coup. Donc c'est une pratique sacrée, on va dire. Ok. Le jeûne, le fait l'espèce de hammam en fait, de truc de. On va se mettre dans une cabine, j'arrive pas à trouver les mots ce matin. C'est compliqué, hein. Dans une espèce de sauna en fait, voilà. Et donc toutes ces pratiques-là liées à la culture, ça augmentait leur bien-être de 8 à 10% dans cette étude-là. Il y a d'autres études qui montrent ça aussi. Donc là, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, je vais regarder ce qui est cité. Je n'avais pas regardé. Oui, c'est pareil, c'est aux États-Unis, donc on est sur les First Nations, etc. Ok, donc c'est pareil, c'est sur les Amérindiens, pardon, hop, je reviens sur l'article. Donc chez les jeunes. Donc ces études, elles ont montré quoi? Que la santé et le bien-être étaient liés à la pratique culturelle, aux traditions dans sa communauté. Pareil avec les latinos aux États-Unis. Le fait de transmettre des pratiques culturelles, ça les aidait dans leur connexion aux autres. Et même chose, alors un peu différent encore, donc les Afro-Américains. Le fait de s'identifier comme faisant partie de la communauté afro-américaine, ça aidait à être plus satisfait dans la vie, même si ça entraînait des difficultés financières, etc. Donc en fait, ce que ça dit que l'identification à la culture, l'intégration à sa culture familiale, à sa culture, si elle est différente de la culture dominante, c'est important pour le bien-être. C'est-à-dire le fait de ne pas se couper de sa culture d'origine, en tout cas parentale, familiale, le fait de ne pas se couper de cette culture-là, c'est important pour le bien-être. En tout cas, ça participe au bien-être quand on perpétue, quand on vit en fait des traditions, quand on les incarne de sa famille ou de sa culture d'origine. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc 3 tendances nouvelles de recherche. La richesse psychologique comme une dimension supplémentaire par rapport au bonheur hédonique, donc plaisir, et au bonheur eudémonique, donc le sens. Deuxième nouvelle tendance, intégrer plus le côté émotion à l'excitation faible, émotion positive, dans la définition du bonheur, plutôt que d'être toujours sur des émotions positives, plutôt d'excitation, le rire, le sourire. Les deux semblent être importants et ça apporte une dimension supplémentaire. Surtout que quand on demande aux gens s'ils veulent plus une vie d'excitation permanente ou plutôt une vie de calme, les gens ont tendance à répondre plutôt une vie de calme universellement. Et puis enfin, la connexion à sa culture qui est importante pour se sentir mieux dans ses pompes, mieux dans sa tête et plus en santé aussi. Donc voilà les 3 nouvelles tendances qu'on a sur la psychologie positive, en tout cas qui sont ressorties dans cet article qui a été rédigé donc par une des éditrices
une des personnes de la rédac de Greater Good Science Center. Donc intéressant de voir ce que ça va donner. Des potentiels articles futurs pour se réaliser sur la psychologie positive. Donc plutôt chouette, plutôt intéressant. Malheureusement, je ne peux pas assister à ces congrès, mais ça serait intéressant. J'ai failli il y a quelques années, j'aurais pu y aller, mais j'avais pas le budget parce que c'était quand même, alors c'était en France, c'était quand même 250 balles. J'avais pas la thune pour à ce moment-là, mais pourquoi pas dans les années à venir si j'ai plus de temps. Pourquoi pas aller assister en fait aux conférences, prendre des notes, prendre le pouls et puis vous partager ça directement sur ce réalisé et puis échanger avec des chercheurs. Pourquoi pas faire des interviews et tout, ça pourrait être chouette comme perspective. Donc en tout cas, on a des nouveautés, c'est intéressant. En plus, cette année, on a fait une belle délégation française qui s'est déplacée jusqu'au Canada. Donc on a quelques chercheurs en psychologie positive en France quand même, hein, qui font des trucs intéressants. Donc c'est pas mal. Et ça pourra nous inspirer pour la suite. Voilà pour ce matin. Il est 10h40. Je suis un peu fatigué. Donc je ne vais pas forcément lancer du gaming maintenant. On va s'arrêter là. Je vais me remettre à travailler à la production d'articles, de podcasts et de vidéos pour la rentrée, parce que j'essaie de prendre un peu d'avance pour pouvoir tenir le rythme et vous fournir du contenu régulièrement. Donc je vous dis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. On va se laisser là pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour 2 choses. La revue de psychologie positive jeudi prochain. Salut numéro 5, merci. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la revue de psychologie positive jeudi. Et puis je vais essayer de tester un autre créneau pour le format, donc la InfoQuest, plutôt en fin de journée. On va voir ça. Je vous tiens au courant sur Twitter de toute façon. Et puis voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée et bonne fin de semaine. À plus.